Bon, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Bienvenue à notre débat santé, culture, même combat. Donc, c'est un débat rouge et vert. Alors, je vais commencer par remercier les associations qui font partie de Rouge et Vert et qui sont à l'initiative du débat. Donc, il y a À Contre-Courant, il y a la formation Léon Le Soil, le mouvement politique des objecteurs de croissance et l'association culturelle Joseph Jacquemotte. Voilà. Alors, notre pari, les enjeux du débat, un peu notre pari, c'était de faire se rencontrer à la fois des gens qui ont l'air d'être les plus éloignés, les plus proches de la première ligne. Donc, les plus éloignés, vous l'avez compris, ce sont peut-être les gens de la culture. En tous les cas, c'est comme ça qu'ils sont perçus. Déjà parce qu'ils sont à l'arrêt pour le moment, obligés, l'arrêt bien forcé, contraint et forcé. Aussi parce que dans la tête de beaucoup de monde, dans l'imaginaire, il représente peut-être la culture, c'est quelque chose d'un peu un luxe, c'est un peu superfétatoire, c'est du supplémentaire, c'est du supplément d'âme, du divertissement, alors que la santé, s'il y a bien des gens qui sont en première ligne, qui vivent une pression énorme, l'actualité le prouve à souhait, ce sont les gens de la santé, des travailleurs de la santé. Et donc, le pari, c'était de faire se rencontrer ces gens-là, voir ce qu'ils avaient à se dire, quelle lutte ils mènent, chacun de leur côté, et en quoi ils peuvent peut-être se rencontrer, faire converger leur lutte, comme selon l'expression consacrée. Alors voilà, donc pour ça, on a réuni essentiellement, on a décidé de confronter non pas des porte-paroles d'organisations, mais plutôt des acteurs de terrain. Donc on a Jamily Faution, qui est travailleuse dans une maison médicale. Il y a Laure Lapelle qui est de Métal, elle vous expliquera ce que c'est, ce que représente, ce que signifie l'acronyme Métal. Il y a Joachim Cafonette du Fakir, et puis on a quand même un porte-parole, on a Yves Ellendorf de la CNE qui va représenter à lui tout seul, sur ses larges épaules, le mouvement syndical en général. En tous les cas, il va donner son avis personnel là-dessus. Voilà, alors on va commencer, je devais déjà commencer par vous demander de vous présenter. On va commencer par Jamily, à toi. Bonjour à tous. Donc moi, je suis travailleuse en maison médicale à Bruxelles, donc à Schaerbeek. Voilà. Ok. Alors on va rapidement passer à Laure. Bonjour, Laure. Je suis metteuse en scène et membre de Métal, donc mouvement des étudiants et étudiantes, travailleurs, travailleuses des arts en lutte. Ok. Bien. Alors Joachim. Ouais, Joachim Cafonette ici. Je suis pianiste de jazz, je suis président des Lundis d'Hortense et à ce titre-là, je suis aussi membre du CA de Fakir, donc la Fédération des auteurs, compositeurs et interprètes réunis. Voilà. Et puis maintenant, notre camarade Ellendorf. Yves, à toi. Oui, bonjour, Yves Ellendorf. Donc, je suis secrétaire national à la Centrale nationale des employés pour le secteur non marchand, donc santé, sociale, culture, et donc confronté régulièrement aux questions qui sont posées aujourd'hui. Voilà, d'accord. La présentation étant faite, moi ce que je vous propose, c'est de passer directement à un état des lieux, un rapide état des lieux, parce que l'état des lieux sanitaire, par exemple, on en a plus que soupé, on est abreuvé, assommé, noyé sous les informations, voilà, sous l'émotion, les sensations, les émotions et les informations les plus sensationnalistes et les plus orientées politiquement les unes que les autres. Donc on va plutôt partir de l'état des lieux, en tous les cas pour toi, Jamily, qui est travailleuse de terrain, qui est bien en première ligne, on travaille dans une maison médicale, j'imagine. Ouais. Du coup, oui, clairement, je serais bien mal en peine de faire un tour d'horizon complet de la situation sanitaire et je crois que je perdrais tout le monde, en fait. Mais donc, malheureusement, c'est mon, c'est mon cas de travail et donc je vais parler en tout cas de là où je me situe. Donc, moi, je travaille en maison médicale et donc je vais vous parler de mon tour d'horizon, de moi, ce qu'on vit en tout cas dans ma maison médicale qui est donc un travail de première ligne de soins primaires, notamment avec des médecins généralistes, mais aussi avec des kinés, des accueillants, des infirmiers, des assistantes sociales.
Et mon tour d'horizon, il est de toute façon déjà un petit peu particulier parce que nous, les maisons médicales, c'est un peu différent que de la situation dans les hôpitaux. Mais en plus, on est dans une équipe pluridisciplinaire et donc on est avec plusieurs acteurs de soins autour de nous, ce qui fait qu'on est déjà, on va dire, privilégié, on va dire, dans notre fonctionnement. Mais néanmoins, clairement, donc je n'apprends rien à personne en disant que les médecins de première ligne sont surchargés. Et ça dû au nombre de personnes qu'on doit déjà voir à la base dans les soins qu'on a, plus les reports de soins qui ont eu lieu pendant la première vague, qui sont maintenant, qu'on continue maintenant de soigner, et les nouvelles consultations, notamment Covid, ici de la deuxième vague, et donc tous les coups de téléphone en fait qu'on reçoit par jour pour demander des conseils, des avis, pour faire des consultations téléphoniques, mais aussi toute la charge administrative qui en découle, c'est-à-dire tous les certificats, les demandes de résultats. Et donc ça c'est des choses qui surchargent déjà les médecins, mais aussi tout l'accueil d'une maison médicale qui reçoit tous ces coups de fil. Et donc ça, c'est vraiment une surcharge complète et qui est déjà à pointer. Alors, on a clairement des labos, le labo avec lequel on travaille qui est saturé, qui ne sait pas nous donner de nouveaux résultats et qui donc nous avait dit qu'il temporairement fermait. Donc, ça, c'est une des choses aussi qu'on a. On a donc des kinés dans notre maison médicale qui font de la kiné bon an, mal an, et donc principalement à distance. Et donc, ça aussi, ça pose question sur l'accessibilité des soins, sur le fait de pouvoir garder des rendez-vous pour des patients qui souffrent d'autre chose que du Covid aussi, des patients chroniques. Et donc, tout ça, ça pose la question d'un possible report de soins en général, qui va continuer même après. Donc, voilà, ça, c'est une des choses. Et alors, quelque chose que j'avais aussi envie de souligner parce qu'on peut-être qu'on ne le voit pas de cette manière-là, mais les assistants sociaux, en fait, sont hyper surchargés aussi de par les problématiques socio-économiques qui arrivent aux gens encore plus maintenant ou qui s'aggravent. Donc, la précarisation aussi, la perte de revenus, la perte d'emploi, le fait de trouver des aides alimentaires fait qu'en fait, nos assistants sociaux, ils reçoivent énormément de demandes, ils doivent faire face à énormément de réponses et de chercher des solutions pour ces personnes, avec des CPAS qui sont surchargés aussi. Et donc, c'est peut-être une des choses qu'on voit peut-être moins actuellement, mais c'est clairement un signe d'un problème beaucoup plus large même que la santé. C'est les impacts socio-économiques qui déjà sur les gens. Et puis, je vous dis aussi, c'est un peu les patients qui décompensent, les patients qui sont dans des angoisses, dans des peurs et qui donc ont besoin de temps, ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux qui fait ce travail de qualité. C'est aussi des patients qui n'arrivent pas à trouver des rendez-vous chez des médecins généralistes, chez des médecins spécialistes, et qui donc du coup, ça aussi, ça pose question parce que ces médecins sont notamment pris dans des équipes Covid, etc. Et donc, ça, c'est une des choses auxquelles on est confronté aussi. Et puis, tous nos patients qui sont dans des situations encore plus compliquées qu'à la base, de par la perte d'emploi, de revenus et de problèmes socio-économiques. Ça, c'est un peu le tour d'horizon pas très réjouissant de la première ligne actuellement. Okay. Mais sur ta vision un peu élargie, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, justement, pas que soigner le corps, la maladie tout de suite, mais soigner justement, évidemment, tout ce que ça, les fragilités que ça met, je veux dire, dans laquelle se trouvent tous les gens, la population précarisée, les gens, les travailleurs, etc. Évidemment, c'est un aspect de la chose qui n'est pas à négliger. On aura l'occasion d'en reparler. J'en profite pour signaler à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser des questions et des commentaires sous le Facebook Live. Hein. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent le faire. Je vais demander à Yves, tiens, puisque toi aussi, tu as été en contact toute la journée, me disais-tu, avec des travailleurs de la santé, du personnel soignant. Est-ce que tu peux nous faire aussi un rapide état des lieux du point de vue des travailleurs, bien entendu, de ce qui se passe dans les dernières heures, les derniers jours, les dernières heures? Donc,
brièvement, en tout cas, ben oui, vous avez tout le monde vu les images, vous les voyez, les infos sont là. Donc, la réalité, elle est que les services sont débordés, mais avec aussi des aberrations, des situations qui viennent comme ça sur des soi-disant bonnes solutions et qui apparaissent vraiment comme quelque chose de non cohérent quand on le regarde un peu plus loin. Je vais prendre quelques exemples. Évidemment que le personnel des soins de santé en démarrage de deuxième vague n'est plus du tout dans le même état d'esprit qu'au moment de la première vague. On a du personnel qui est déjà fatigué, qui n'a pas pu vraiment compenser après la première vague parce que les hôpitaux ont voulu relancer la machine économique, entre guillemets, des spécialistes qui n'avaient pas pu faire leurs consultations, leurs examens, etc. Donc, on a poussé la machine très fort dans les hôpitaux beaucoup trop tôt après la première vague. Donc, le personnel n'a pas pu prendre toutes ses vacances. Donc, on a du personnel fatigué. Du personnel démotivé. La manière dont s'est relancée la deuxième vague est perçue sur le terrain quand même comme quelque chose d'inacceptable, d'incompréhensible. On savait que ça allait arriver comme ça si on ne prenait pas les décisions qu'il fallait. Et on a attendu parce que l'économique prime, parce que la machine économique devait être maintenue, il fallait absolument que les commerces continuent à fonctionner, que l'ORECA continue à fonctionner, etc. Mais en même temps, on sent bien dans la société qu'on a les deux pendants entre les pros sécurité absolue, la maladie, le risque de maladie est trop important, il faut limiter toutes les activités sociales, culturelles et autres, et d'autres qui disent à l'inverse, demain on ne vivra plus, on n'a plus de liberté, c'est honteux de stopper les activités, y compris culturelles. Donc on le vit vraiment clairement sur le terrain aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans les tripes du personnel dans le secteur sanitaire. Mais en effet, en même temps, il y a eu des applaudissements dans la première vague, il y a eu les applaudissements qui ont été transformés en promesses politiques, il y a eu à partir des promesses politiques des négociations pour essayer d'obtenir des budgets pour reconnaître et revaloriser ces secteurs d'activité que sont les fonctions collectives. Et là, bon, on peut y revenir après, on sent bien que l'absence de concrétisation est vraiment un problème aussi pour ce personnel. Et puis que le milliard qui a été injecté, finalement, ce n'est qu'une remise à flot par rapport à ce qui a été perdu les dernières années, ce qui devait être injecté pour maintenir le système de santé dans les conditions où il travaillait déjà avant, quoi. Donc on ne fait que de la remise à flot. C'est pas, on nous a fait croire que c'était qu'on donnait de l'argent, mais en fait on ne fait que rendre de l'argent qu'on devait au système de santé quelque part, hein, dans les mesures qui ont été décidées, si j'ai bien compris. Mais bon, on va pas se tromper de débat. Donc là, on va faire le grand écart. On va partir maintenant du côté des artistes, hein, comme on se plaît à les appeler, à les catégoriser. Nous, on préfère dire les travailleurs de la culture. C'est plus les intermittents et les travailleurs de la culture. Et donc, je vais passer la parole à Laure, qu'elle nous fasse aussi son état des lieux, enfin notre état des lieux du secteur de la culture, en tous les cas du secteur du théâtre, puisque c'est ton secteur. Bah oui, puis tu pourras me compléter aussi en tant que comédien, si tu veux, d'une autre génération, quoi. Mais oui, a priori, c'est quand même un arrêt qui a concerné tout le secteur, et tous les projets théâtraux ont été de toute façon impactés par cette crise d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans les conditions de répétition, dans les annulations, dans les reports. Mais je dirais que nous, ce qui nous concerne beaucoup plus à Métal, vu que c'est étudiants, travailleurs, travailleuses des arts en lutte, et c'est en particulier les artistes qui n'ont pas encore le statut d'artiste, parce qu'on appelle le statut d'artiste, qui est en fait un chômage spécifique, donc un chômage non dégressif qu'on appelle la protection d'intermittence, et qui est devenu très 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 difficile à obtenir depuis 2014. Enfin bref, tout ça pour dire que cette crise a accentué des inégalités entre ceux qui disposent de ce chômage
de protection quand même, et ceux qui n'ont complètement rien. Et donc du coup, et qui concerne aussi là les étudiants en art en l'occurrence, qui pour beaucoup avaient un job étudiant à côté, qui n'a pas pu être compensé par un chômage temporaire. Et donc inégalité du point de vue de l'accès à ce chômage déjà, et aussi dans la possibilité de quand même exercer, réaliser nos projets, puisque en tant que jeunes artistes ou en tant qu'artistes émergents, on est très dépendant des festivals pour exister, pour se faire voir par des producteurs, et que pour la plupart, enfin moi en ce qui me concerne, 3 festivals ont été annulés et pas du tout reportés, alors que pour la plupart qui étaient déjà programmés dans des théâtres, c'est reporté, et donc ça va quand même pouvoir se jouer et le projet va pouvoir avoir une suite. Là où pour des jeunes projets, beaucoup sont dans un flou, dans un brouillard très épais pour savoir comment faire vivre et poursuivre leur projet. Donc ça, c'est le gros point, en tout cas, l'état des lieux qu'on fait à Métal, des inégalités qui vont se renforcer avec cette crise. Et les mesures qui ont été mises en place ne sont pas suffisantes, puisqu'il y a quand même une sorte de chômage d'intermittence qui nous est accessible si on a déjà fait 20 jours ou 10 prestations en un an, de mars 2019 à mars 2020. Mais qu'en fait, ça concerne une durée qui sera bien plus longue. En fait, moi, par exemple, je devais jouer en septembre-octobre 2021 et le report de mon projet se fait à une date, on ne sait pas, en 2023. En fait, les saisons des théâtres, c'est beaucoup plus que les 9 mois en fait, qui nous laissent de soutien. Et puis il y avoir un embouteillage entre les projets en création, les projets que les organisateurs ont décidé d'honorer, les contrats d'honorer, etc. Donc, tout le monde va se trouver en même temps. Donc de toute façon, il y aura un embouteillage monstre à ce moment-là, en imaginant que. Okay. Mais voilà, du coup, comment dire, on profite quand même de cette accalmie, nous, à Métal, pour dénoncer le fait que ces inégalités propres au fonctionnement de la production artistique et spécifiquement au théâtre étaient déjà très, très inégalitaires. Donc voilà, on en fait une espèce de tremplin pour dire que ça ne va pas, en fait, dans comment ça fonctionne déjà. Je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails si on a le temps. Mais... Ben on aura, oui, après, oui, puisqu'on va passer un peu une espèce on va un peu aller voir du côté des revendications, ce qu'elles sont, donc on va voir d'où on vient et où on va et vers quoi on pourrait aller. Donc oui, bien sûr, tu auras l'occasion. Enfin, ouais. Joachim, ça doit faire écho chez toi, ce genre de choses. Bah ouais, le constat est assez similaire chez nous, hein, chez nous en tant que musiciens, c'est quasiment la même chose. Il y a aussi le fait que chez les musiciens, il y a beaucoup de travail très freelance, une date comme ça, des tournées organisées. On se retrouve dans une situation où les dates sont reportées 2 fois, 3 fois. On est déjà des dates qui finalement sont au bout du compte annulées. Le constat pour le statut d'artiste, entre guillemets, est le même. Chez les jeunes musiciens, c'est quasiment impossible d'obtenir. Et donc, il y en a certains qui ont la chance, qui l'ont, c'est de la chance, mais tout ce qui est en plus, c'est tombé à l'eau. Tous les cours privés, les gens qui donnent cours dans les petites SBL qui se font payer par la Smart, tout ça c'est terminé, tout ça, on peut oublier. Il y avait, et le constat surtout, ce qui est assez dramatique, c'est qu'on ait tous été surpris au mois de mars que les choses aient pris du temps à se mettre en place. Ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place au niveau de la culture, au niveau des aides de la culture. Mais finalement, ça a été mis, entre guillemets, en place. Il y a eu quelques aides qui sont arrivées, assez disparates, qui venaient des régions, qui sont venues. Mais il y a eu quelques petites choses. Mais ce qui est assez dramatique de constater, c'est la même chose que, en fait, pour la santé, c'est que cette deuxième vague n'a pas du tout été anticipée, du tout au niveau du politique, quoi. Et il y a rien qui a été mis en place pour prévoir que la culture allait de nouveau devoir fermer. Et de nouveau, du jour au lendemain, on se retrouve avec
le fédéral qui nous annonce que la culture va rester ouverte, puis le Bruxelles qui annonce que ça va fermer à Bruxelles, et puis la Wallonie qui annonce que ça va fermer en Wallonie. Et tout ça, tous les gens qui pensaient avoir enfin une bouffée d'air, pouvoir travailler simplement, se retrouvent de nouveau sans rien. Et on se retrouve avec des musiciens et des artistes en général qui doivent retourner vivre chez leurs parents, demander de l'argent à prêter à leur famille, faire des prêts à la banque, revendre leur bibliothèque pour bouffer demain. Et ça, c'est très, très concret, quoi. Et si on ajoute à ça le côté désespérant d'avoir aucune perspective et de devoir se retrouver à pratiquer son métier pour rien, pratiquer son instrument chez soi alors qu'on a eu une 60aine de concerts annulés en 2020, c'est très dur de garder et le moral et en même temps de continuer à manger. Donc c'est vrai, c'est une situation qui est assez désespérante. Et je voyais un truc, je regarde très rarement la télé, je m'en tiens très éloigné, mais il y avait un virologue qui expliquait l'autre jour sur la RTBF qu'il faut faire un choix maintenant entre sauver les vies de gens qui risquent de mourir du coronavirus et avoir des gens qui vont commencer à déprimer, avoir des suicides, des dépressions en masse, quoi. Donc on est dans une situation on a vraiment l'impression d'être dans une impasse complète par rapport à ça. Et enfin, le truc qui est assez triste aussi, c'est de voir que tous les efforts ont été faits. Vraiment, la culture a été très à l'écoute. On a fait des tas de réunions entre salles, entre organisateurs, même entre artistes, pour s'organiser, pour avoir les mesures sanitaires les plus strictes possibles. Et les chiffres montrent quand même très clairement que les clusters n'ont vraiment pas eu lieu ni dans les théâtres, ni dans les salles de concert, où les mesures ont été très strictes, où les gens ne parlent pas, restent assis avec un masque à regarder un spectacle, en s'étant laver les mains avant, en étant amenés rangée par rangée, en arrivant par bulle. Enfin, ça a été vraiment, on a respecté un protocole sanitaire hyper strict et on a l'impression qu'en fin de compte, ça a été fermé très très vite et on a l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures par rapport au monde de l'entreprise ou au fait de ne pas rajouter par exemple plus de transports en commun dans cette période-ci où les gens se restent entassés dans les bus et les métros. On a l'impression qu'on a quand même un sentiment d'injustice par rapport à ça, même si on comprend l'urgence sanitaire, ça c'est sûr. Bien sûr. Évidemment qu'il y a un deux poids deux mesures, que l'économie doit fonctionner, l'économie qui rapporte de l'argent et que les soins de santé, ça coûte de l'argent, la culture, ça coûte de l'argent. Voilà, donc ça, c'est un peu inhérent au système capitaliste, bien entendu. Ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être de repartir, de partir de ce qu'on a gagné, du peu qu'on a gagné, et vers quoi on doit aller. Évidemment, c'est extrêmement compliqué quand on parvient à peine à sortir la tête hors de l'eau, de réfléchir sur les revendications. On peut dire du côté du secteur des soins de santé que là, ils ont obtenu quelque chose, ils ont arraché quelque chose et quelque part, ils ont, on va dire, surfé sur les faits héros, hein, puisqu'on on a glorifié les politiques comme plein de gens ont glorifié ça, le côté héroïque des soignants, et ça a révélé beaucoup de choses. Ils ont rappelé évidemment tout de suite que là, si on en était là, c'est aussi parce que les moyens qu'ils avaient demandés depuis des années, on les a repoussés du pied, on les a dénigrés, on les a humiliés, on les a pas écoutés. Et maintenant, on se retrouvait donc effectivement avec moins de moyens qu'il ne faudrait, des mauvais moyens, des déficits de masques, etc., etc. On va pas refaire l'histoire. Et donc, ils en ont profité pour mener des actions et ils ont obtenu effectivement quelque chose. Maintenant, il y a aussi des perspectives, j'imagine. Yves Ellendorf disait que les gens étaient furieux parce qu'ils savaient très bien qu'ici, ils arrivent complètement épuisés pour la deuxième vague. Ils n'ont pas eu le temps de souffler entre les deux et que tout ce qui arrive est prévisible. Donc, j'imagine qu'au moment où on travaille, où on est confronté à ça, en même temps, on a déjà sa petite idée ou des petites idées sur les luttes à mener ou comment on va faire ou ce qu'il faut faire, etc. Est-ce que toi, Jemily, tu peux nous en parler un petit peu de ton point de vue? Oui, enfin, je pense que Yves fera une meilleure analyse méta que moi par rapport à ce qu'on a gagné de la norme de croissance qui ne sera sûrement pas suffisante, de ce qui est qui est déjà injecté maintenant de manière d'un coup ici pour le Covid, mais qu'on ne voit pas spécialement d'effet là, en tout cas nous sur le terrain. Après, clairement, enfin.
je vais rappeler le triptyque, quoi. Plus de lits, plus de personnel, plus d'argent, quoi. C'est encore ça qui manque. Après, de manière plus fine, on va dire, sur la première ligne, clairement, il manque du personnel qui peut faire face à ça. On a des soignants qui sont absents parce qu'ils sont malades, mais aussi parce qu'ils sont fatigués. On a des personnes qui sont surchargées, comme je l'ai dit. Et donc, oui, il manque du personnel soignant. Après, il manque aussi il faut pouvoir que la première ligne, en tout cas les médecins généralistes, puissent se concentrer sur leur métier premier, qui est en fait le soin, et passent beaucoup moins de temps à faire de la paperasse administrative. Donc ça, c'est une des choses qui est revendiquée, qui apparemment va arriver ici dans les prochains jours, les mesures sur les certificats, sur le fait de recevoir en tout cas des papiers déjà en ligne, etc., que les patients vont pouvoir directement télécharger plutôt que venir directement les chercher chez le médecin. Apparemment, ça va être quelque chose qui va avancer. Donc, ça, on l'espère parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Et si on veut soigner de manière de qualité, va falloir faire la passe sur cette paperasse administrative. Donc, ça, c'est une des choses. Après, une des choses qui arrive là dans le futur, c'est de pouvoir prévoir comme il faut un retour sûrement précoce, en fait, des hospitalisations qui sont actuelles, qui, parce qu'il y a un manque de lits, un manque de place, va faire que les patients vont repartir plutôt à domicile. Et donc, c'est nous, en ambulatoire, en première ligne, qui allons devoir nous occuper de ces patients-là. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est à prévoir et à mettre en place. Il faut mieux outiller aussi la première ligne pour qu'elle puisse faire un suivi, quel est le temps en fait de faire un suivi de qualité des patients qui développent des symptômes, qui commencent à s'aggraver, etc. Plutôt qu'en fait on les prenne en fin de course et donc du coup ils vont directement dans les hôpitaux qui sont déjà surchargés. Donc ça c'est une des choses. Après, de manière beaucoup plus méta et beaucoup plus sur le long terme, clairement, il y a tout ce qui est la marchandisation des soins. Je pense qu'il va sûrement en parler aussi. Le fait de comment, en fait, notre structure de soins est financée. C'est pas normal en fait que les hôpitaux doivent se faire de l'argent en gros sur des honoraires supplémentaires, sur des suppléments sur les chambres, etc. Ça met à mal vraiment les patients et ça pose des questions sur comment est géré l'argent, sur quelles sont les priorités et quels sont les besoins. Après, il y a tout un travail de repenser globalement la répartition des soins en Belgique. Il y a des pénuries de médecins généralistes à certains endroits. Il y a une mauvaise couverture de soins. Il faut penser ça en manière de territoire. Et ça fait des années en fait que c'est dit à différents niveaux, que ce soit ici en première ligne ou à d'autres endroits de concertation. Et donc ça, on assiste depuis 30 ans à une part beaucoup plus importante qui sort de la poche du patient, ce qui fait qu'en fait on arrive à une médecine qui est une médecine pour ceux qui savent se la payer et pas forcément toute la population. Et ça, c'est clairement quelque chose auquel il faut s'attaquer. Alors quand on décortique un petit peu l'accord de gouvernement qui est très large et donc pas très concret en fait, assez flou. Il y a des choses qui sont dites, tiens, on va agir sur les inégalités de santé, etc. Moi, j'attends de voir parce que ça, c'est des choses qu'on dit depuis longtemps et avant, le leitmotiv, c'était la santé, tout comme autre domaine doit pouvoir faire des économies et on le voit aujourd'hui à quoi ça mène. Après, je pense que ici dans le débat qui nous anime, il y a une revendication en particulier qui est aussi celle qui peut être liée à la culture, c'est une revalorisation de la sécurité sociale en fait. C'est ce vieux truc-là qu'il faut revaloriser, refinancer et que ceux qui contribuent majoritairement à la sécurité sociale doivent aussi pouvoir décider des priorités et des besoins par rapport à où va l'argent. Je pense que ça, c'est une des choses, c'est un des biens communs pour la santé, mais aussi pour la culture, dans le sens où, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur culturel comme Laure le rappelait, mais ceux qui ont le statut d'artiste, cette partie-là, elle est payée par le chômage, en fait. Et donc, si
si on ne revalorise pas la sécurité sociale, ce bien commun, ben, on tombe aussi dans de la précarisation globale qui, au final, on se mord la queue parce que la précarisation, ben, ça mène à des problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, quoi. Et c'est d'une vision globale. Et en fait, ça revient dans le système de santé surchargé. Donc, voilà, on l'a bouclé, quoi. Ok, d'accord. Oui. Par rapport à la sécurité sociale, je suis sûr que Laure aura des choses à dire tout à l'heure. Et voilà. Yves, peut-être que si tu peux compléter. C'est large, hein, donc on est en train de balayer vraiment très largement le champ. Mais tout d'abord, c'est je veux dire que on a parlé d'aborder la marchandisation. Il y a la médecine à l'acte. On peut pas tout aborder évidemment. Non, mais Jamy a vraiment abordé, mis des touches un peu partout. Et donc, c'est ça que je dis que ça mériterait un débat rien qu'en soi. Et l'objectif ici n'est pas de centrer uniquement là-dessus, mais bien quelle convergence et quelle divergence entre le secteur de la culture et le secteur de la santé par rapport à ces revendications. Donc, je pense que tout d'abord, oui, on a été chercher des moyens financiers à certains endroits, notamment on a parlé du milliard, mais je rappelle que le milliard, non, il y a 400 millions qui sont les fonds de blouse blanche, qui suivent les mardis de blouse blanche, qui étaient avant la crise. Hein. Donc les premiers résultats des actions du personnel, c'était avant la crise, par rapport à un malaise qui était préexistant à la crise. Et il y a eu maintenant 600 millions, 500 millions pour une revalorisation barémique et 100 millions pour les conditions de travail, mais 100 millions dans un secteur comme celui-là, ça reste extrêmement peu pour arriver à trouver les solutions sur ce qu'on appelle, nous, des cercles vicieux. Cercle vicieux, c'est le fait que ces professions ne sont ni tenables, ni attractives. Pas tenables parce que les gens ont des conditions de travail merdiques, une conciliation vie familiale, vie professionnelle qui ne va pas, des horaires merdiques, et donc à partir de là, on ne tient pas le coup pendant la durée, on n'a pas assez de personnel. Ça veut dire que les jeunes se disent moi, pour avoir une vie comme ça, je préfère choisir autre chose. Si en plus les salaires ne sont pas attractifs non plus, on voit une défection du nombre de jeunes dans les écoles d'infirmières, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas tenables, pas attractives, manque d'attractivité, manque de personnel sur le terrain. Ça veut dire que les normes ne sont même pas remplies. Donc, non seulement les normes de personnel ne sont pas suffisantes, mais en plus, elles ne sont pas remplies. Donc, même quand dans un accord social comme en juillet, on dit on va augmenter d'un équivalent temps plein le personnel dans les unités de soins, en fait, ce personnel n'existe pas. Donc, sauf à organiser ce que moi j'appelle la traite des blouses blanches, c'est-à-dire d'aller dans d'autres pays chercher le personnel qualifié, alors que ces pays en ont encore bien plus besoin que nous, on n'a pas de solution. Donc, il faut casser ces cercles vicieux, faire en sorte que progressivement plus de personnes aillent dans ces professions, mais il faut revaloriser aussi ces professions. Ça, c'est 500 millions sur la revalorisation barémique. Mais si on fait de la revalorisation barémique sans améliorer les conditions de travail, ça n'ira pas. Donc, il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place, mais qui prend beaucoup, beaucoup trop de temps parce que, à côté du politique qui dégage des budgets, il y a des fédérations patronales qui elles-mêmes organisent le fait qu'on traîne dans le débat parce que pour elles, elles veulent une flexibilité, elles veulent maintenir une flexibilité parce qu'elles disent nous devons être flexibles par rapport à la réponse et il nous manque du financement. Donc pour répondre aux besoins de la population en ayant un financement insuffisant, ils veulent maintenir la flexibilité. Mais la flexibilité est une des causes des mauvaises conditions de travail. Donc, on est dans la quadrature du cercle, y compris dans les négociations. Et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est assez marrant par rapport à la culture d'ailleurs, c'est que se développent à côté des organisations syndicales des mouvements corporatistes qui essaient de se pousser à l'occasion de la crise, et notamment les urgentistes et les soins intensifs, qui savent qu'ils sont indispensables maintenant et essaient de se pousser
au niveau corporatif. Donc, on en parle tout à l'heure parce que je pensais en parler quand on va parler des phénomènes de syndicalisation, désyndicalisation, etc. Donc, dans la troisième partie du débat. Tout à fait. C'est juste pour déjà mettre le doigt là-dessus, parce que c'est intéressant de voir par rapport à la culture et aux soins de santé comment se sont développées ces deux représentativités-là. À côté de ça, évidemment, tout le monde sait que le taux de croissance des budgets soins de santé était totalement insuffisant pour répondre à la fois au vieillissement de la population et aux exigences des technologies médicales. Mais on passe à 2,5 au lieu d'1,5, c'est déjà une bonne étape. Dans la déclaration gouvernementale, le bureau du plan disait rien que pour couvrir l'évolution normale, il faudrait entre 3 et 3,5, donc on est en dessous. Mais évidemment, la question c'est est-ce qu'on doit maintenir le modèle tel qu'il est là? Beaucoup de gens à l'occasion de la crise disent il manque de lits. Moi, je ne pense pas qu'il manque de lits. Hein. Quand dans la région de la Louvière, on a Tivoli et Jolimont aussi toujours qui sont à un jet de piste, mais il vaut mieux être à Jolimont, c'est plus haut. Hein. Bon, enfin voilà, c'est ce que je veux dire. Mais à un jet de piste l'un de l'autre et qu'on a pendant 20, 30, 40 ans développé une concurrence pour avoir les mêmes services avec les mêmes à la population, est-ce que ça avait une plus-value? Est-ce qu'on a la capacité encore en Belgique de faire ces guerres de clochers entre les cathos, le social-héros et le commercial, etc. Donc, première chose, moi je ne suis pas contre les réseaux. Je suis pour une offre de services structurée qui répondent à des besoins réels. Mais ça doit être préalablement intégré dans un cadre concerté et garantir que toute économie qui sera faite là-dedans sera réinjectée en capacité en personnel et en conditions de travail meilleures. Et surtout, arrêtons de croire que l'état de santé d'une population, elle dépend des spécialistes, des médecins spécialistes. Non, non. L'état de santé, c'est pour 80% les déterminants sociaux de la santé. Et donc, c'est le travail, l'éducation, le logement, l'environnement, enfin, tous ces éléments-là. Et à côté de ça, il y a 20 à 25%, c'est les soins de santé. Et dans les soins de santé, arrêtons de croire que ce sont les médecins qui sont la santé. La médecine n'est qu'une partie de la santé, des soins de santé. Et les médecins spécialistes ne sont qu'une partie de la médecine. Et donc, aujourd'hui, tout le monde sait que ce sont les médecins spécialistes qui dirigent toute la politique de santé à travers un hospitalocentrisme qui n'a plus sa place dans une vision où le patient ou le citoyen est au centre des préoccupations et il devrait l'être dans son environnement réel et naturel, c'est-à-dire chez lui en première ligne. Et donc, réinjectons les moyens dans la première ligne, faisons en sorte que du personnel y trouve des conditions de travail décentes aussi, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans les soins à domicile, par exemple, et les généralistes non plus, et faisons en sorte qu'on réinjecte des budgets dans une vision continue des soins plutôt que de dire tout doit tourner autour de ces pôles d'excellence que sont qu'est la médecine généraliste. À partir de là, les conditions de travail, il faut les améliorer. Mais rien que ce débat-là que j'ouvre comme ça en quelques secondes, si vous saviez ce que c'est. Donc la loi sur les réseaux hospitaliers, c'est 25 pages. Hein. Maggie de Bloch sort cette loi, il y a 20 pages qui concernent la protection du pouvoir des médecins dans les hôpitaux. C'est ça. Et donc, nos revendications, c'est casser le cercle vicieux, mais pas obligatoirement pour maintenir un modèle de santé tel qu'il existe aujourd'hui, pour changer ce modèle de santé et faire en sorte que, à la fois les travailleurs du secteur y trouvent une plus grande démocratie sociale et sanitaire, et que, en même temps, on retourne vers la réalité des choses, c'est-à-dire soigner les gens dans leur environnement, dans leur réalité, notamment, par exemple, en redéployant de façon forte l'aspect central de la médecine du travail, qui aujourd'hui est totalement désincarné par rapport à la médecine générale. On soigne quelqu'un comme si, quand il quittait son boulot, il devenait une autre personne, et quand il arrive au boulot, c'est une autre personne, enfin bon, ce genre de choses. Mais donc, dans les soins de santé, la crise est révélatrice des limites du modèle, mais elle risque aussi, et nous savons trop ce qui s'est passé après du trou ou après d'autres crises,
de modifier dans le mauvais sens les options politiques quand, après du trou, on n'a plus osé laisser les enfants faire leurs expériences dans le quartier, dans l'environnement social ou autre. On a créé des générations d'enfants qui étaient en manque de sociabilité. Bien demain, si on change les maisons de repos, par exemple, en mini-hôpital, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, on l'a vécu avec l'ASCA et l'hygiène qui empêchait les personnes qui faisaient la cuisine chez elles, de continuer à peler la pomme de terre dans les maisons de repos. Eh bien, demain, on risque d'avoir des mini-hôpitaux au lieu de lieux de vie pour les personnes âgées. Il faut absolument que la crise nous apprenne et on tire les leçons, mais il faut éviter que cette crise médicalise et stérilise nos vies, à la fois dans les institutions, mais aussi dans notre vie sociale. Et ça, c'est un enjeu qui dépasse très largement les médecins, les épidémiologistes et autres scientifiques et dogmatiques. C'est vrai, merci. Ben là, on voit que du coup, ça brosse large, le tableau est large, mais du coup, ça rejoint quelque part l'intervention de Giannini qui montre bien que la médecine, c'est pas les médecins, c'est pas les images d'hôpital qu'on nous balance tout le temps avec les urgences, des trucs comme ça. C'est pas le patient qui tourne autour de l'hôpital, c'est l'hôpital et la médecine qui doivent tourner évidemment autour du patient, du citoyen, et toutes les conditions de vie évidemment font partie de la médecine préventive, on va dire, etc. Bon, allez, on va retourner chez les artistes. Autant les gens des soins de santé ont eu la visibilité dont on parlait tout à l'heure, à cause de l'émotion, à cause du fait qu'ils ont été les applaudissements, les héros, etc. Autant les artistes, on pourrait se dire qu'ils ont souffert de manque de visibilité. Et pourtant, si on a suivi, pour ceux qui sont, comme moi je fais partie du milieu et j'ai un peu suivi les trucs évidemment avec un regard peut-être un peu biaisé, quand vous lisiez les journaux lors de la première vague, il n'y a pas eu une semaine sans qu'il y ait 2 ou 3 cartes blanches de gens, des fédérations patronales, etc. Donc les gens entendaient parler, puis on a quand même eu des petits sujets à la télévision. On voyait des comédiens qui se demandaient comment ils allaient s'en sortir, répéter, etc. Donc quelque part, il y a quand même eu une visibilité, et pourtant on a entendu 3 mois. 3 mois, on était vraiment les derniers à recevoir les miettes du gouvernement, et encore, on l'a eu au prix de beaucoup de tractations, de choses où on a souffert de communication entre les différentes instances, fédérales, régionales, communautaires, etc. On a souffert aussi des guéguerres Flandre-Wallonie. Et puis finalement, c'est quasi par un espèce de lobbying parlementaire, hein, des fédérations, des regroupements de fédérations parfois, qu'on est arrivé à obtenir ce qu'on appelle les mesures d'urgence, mais qui donc sont nettement insuffisantes. Alors on peut se dire, je m'adresse à l'heure, que de la même manière que dans la soins de santé, le Covid n'a fait que révéler les dysfonctionnements d'un système, ben, la crise Covid dans la culture, c'est exactement la même chose. On s'est rendu compte à quel point c'était mal foutu, mal subsidié, ou que l'argent était très mal réparti, comme tu l'as signalé, et surtout on parle toujours de la culture comme un secteur en soi complet où on mélange, comme dans la santé, on mélange les infirmières et les médecins avec les médecins en avant, ben, dans le secteur de la culture, on mélange toujours les institutions, les patrons, les travailleurs, etc. Donc, comme nous, on parle du point de vue toujours des travailleurs, on va un petit peu voir ce que ça a mis en route et quelles sont les revendications justement par rapport à ce fameux statut dont on nous rebat les oreilles depuis tant d'années, ce faux statut et par rapport à tout ça, voilà, je te laisse la parole. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué parce que là, du coup, il y a un regroupement de plusieurs fédérations, je crois une 50aine, qui sont partis sur un travail collectif de revendications communes pour le gouvernement. Et effectivement, on a généralement une membre de Métal qui y va. Et c'est très très difficile de se mettre d'accord tant les intérêts sont divergents en fait entre ceux qui veulent défendre à tout prix les droits d'auteur, ceux qui veulent à tout prix d'un vrai statut d'artiste. Donc du coup, ça consisterait à créer une caisse à part, donc qui ne ferait plus partie de la caisse de chômage, mais qui serait vraiment une caisse pour les artistes, qui pour la CGSP Culture ou pour l'EMR, par exemple, serait alimentée par des taxes sur les GAFAM. Donc, on sortirait complètement d'une logique de solidarité interprofessionnelle. Et
Et aussi, ce qui chafouine aussi beaucoup de gens, même y compris dans les artistes, c'est cette histoire que le statut d'artiste, là, une fois qu'on l'a, il est quasi à vie, entre guillemets. Il faut en gros 3 contrats par an pour le poursuivre, et ça dérange beaucoup de gens, OMR, et y compris aussi parmi les fédés. Donc, c'est un peu bizarre aussi de se positionner quand nous, on sait que, évidemment, on veut pas que ce soit difficile de le renouveler. Nous, ce qu'on revendique, c'est que c'est de continuer de faire partie de ce chômage d'intermittence, mais au même titre que d'autres travailleurs précaires qui mériteraient aussi ce chômage d'intermittence. Donc, c'est comment se penser dans une catégorie plus large qui serait celle de travailleurs précaires ayant besoin d'intermittence, et aussi parce que cette intermittence-là, elle reconnaît l'importance d'un travail en dehors de l'emploi. Donc vraiment qui fait la séparation entre un rapport de domination employeur-employé où on réalise une tâche pour quelqu'un, et un travail que l'on peut réaliser pour soi et qui fait sens pour soi, et qui, au-delà d'un travail artistique, peut être artisanal, associatif, voilà, qui fait davantage sens pour la personne. Voilà, donc du coup, cette importance de détacher l'activité réalisée des conditions matérielles d'existence, en fait, voilà, on pense qu'il faut le considérer de manière plus large, enfin, au-delà même de l'activité artistique. Et c'est en ça qu'on veut s'inscrire dans une lutte de travailleurs. Ouais. Mais je rejoins Jamili avec son histoire Pardon de sécurité sociale. Je dis, c'est en ça que je rejoins Jamili aussi avec qui nous parlait de sécurité sociale. C'est le problème aussi, c'est que. Oui, ben ça passerait par effectivement augmenter les cotisations patronales ou supprimer les réductions de cotisations patronales qui ont été instaurées depuis quelques années, et ce qui permettrait effectivement d'alimenter un peu plus soit la caisse du chômage, et alors là on sort un peu on a des revendications concrètes, mais on réfléchit aussi via des textes là qui paraissent en ce moment, d'Art en grève, d'Aurélien Catin. On s'inspire un peu du travail de certains Français, coordination intermittent précaire, Art en grève, et l'idée d'une sécurité sociale de la culture, donc voilà, qui est très difficile peut-être à mettre en place, nous semble aussi intéressante. Voilà. Et surtout, ça tordrait le cou à cette espèce de division sournoisement instillée entre les travailleurs, en disant que le statut d'artiste, quand il existe, parce que quand même, là, je pense que les parlementaires ils ont l'occasion de comprendre que c'était complètement, que c'était beaucoup de fantasmes, hein, tout ça, mais que c'est pas du tout un statut de privilégié, c'est un statut qui correspond vraiment bien à ce que nous vivons quand on peut l'avoir, quand il devrait être généralisé, et surtout puisque l'intermittence est maintenant devenue la règle. Avec tous les boulots précaires, etc., ça devrait être, non pas si c'est un privilège, alors comme disaient les autres, ça devrait être un privilège pour tous, ça devrait être étendu à l'intermittence. C'est là qu'on peut trouver une convergence des luttes, on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Dis-moi, Joachim, toi, qu'est-ce que tu rajouterais là-dessus je peux difficilement pas être d'accord avec vous. Il n'y a pas aucun, je veux dire, ça rejoint complètement ce que l'on pense. On peut étendre le débat de façon plus philosophique effectivement à une aide à tous les milieux intermittents, voire un revenu universel, j'en sais rien. Tout ça, c'est un autre débat. Mais dans l'immédiat, moi, je pense qu'il y a aussi un truc. C'est clair qu'il y a une grande question à se poser sur le statut d'artiste, sur la situation de la culture, sur la place de la culture dans la société. Mais dans l'immédiat, il y a urgence, quoi. Il y a urgence qu'il y a des gens qui meurent de faim, quoi. Tout simplement, qui savent plus payer leur loyer. Donc, c'est que là, la culture est de nouveau fermée pour X temps. Pour 3 semaines, ils annoncent, à mon avis, on est parti pour 2 mois. Et si reconfinement il y a, je veux dire, il va falloir que les aides arrivent vite, parce que les gens, les fonds qu'ils pouvaient avoir, les aides qu'ils pouvaient avoir, les prêts qu'ils ont pu avoir, ça a peut-être pu empêcher certains de mourir pendant la première phase, mais là, il y a pas le temps d'attendre que ça débatte pendant 2 plombs, quoi. Il va falloir prendre des décisions cette semaine, quoi. La semaine prochaine, les sous doivent arriver tout de suite, parce que sinon les gens vont pas pouvoir payer leur loyer, vont pas pouvoir manger. Donc ça, il y a déjà une urgence. La prolongation des aides qui ont été faites à Bruxelles, par exemple, c'était fait, mais en Wallonie, il y a vraiment quasiment que dalle.
va falloir voir aussi à reconnaître que la culture déjà a fait énormément d'efforts sur le plan sanitaire, sur les protocoles, et qu'il faut reconnaître ça, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on prenait des hurluberlus qui n'avont rien fait. Il faut reconnaître aussi que dans une société où, dans une situation comme maintenant, on l'a dit, on l'a déjà évoqué, la santé mentale est hyper importante. Le fait que les gens sont dans une situation, c'est très 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 stressant ce qui se passe, c'est très angoissant. Et donc la culture a vraiment à ce rôle, a toujours eu ce rôle de justement permettre aux gens de vivre ce genre de moments angoissants, en fait, un peu plus sereinement. Et donc, en fait, couper complètement la culture dans cette situation, c'est peut-être la dernière chose à faire. C'est peut-être la dernière, c'est peut-être enfin, moi, de mon point de vue, c'est la dernière chose à faire, c'est fermer la culture. En fait, on devrait d'abord fermer les entreprises avant de fermer la culture, à mon avis. Mais, les cas des entreprises polluantes ou tout ce qui est pas socialement utile, les armes, les bagnoles, les avions, on pourrait les fermer. Voilà, exactement. Oui, et puis après, voilà, après il y a aussi tout ce lien. En tant que musicien, enfin, si on parle des lieux qui diffusent de la musique, il faut bien se rendre compte que la plupart des lieux qui diffusent de la musique, c'est plutôt des petits lieux, hein, et c'est pas les énormes salles. Ça tout se passe dans des cafés, dans des clubs, dans des petites salles de concert, qui dépendent aussi, qui sont très liés à l'Horeca, c'est aussi très lié. Donc il y a vraiment un truc en commun ici. Et quand les bars ont rouvert, la culture n'a pas rouvert tout de suite. Enfin, il y a une cohérence à avoir. C'est aussi qu'on demande, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment d'être face à un discours complètement incohérent, d'avoir aucune logique dans les décisions. En Belgique, encore plus avec évidemment les niveaux de pouvoir, avec les régions qui prennent le contre-pied de ce que décide le fédéral. Et puis, pour peu qu'on habite entre Bruxelles et la Wallonie, après on se retrouve avec sur la journée à passer sur trois zones avec des décisions différentes. On peut aller au théâtre d'un côté, au café de l'autre, et puis tu dois rentrer chez soi à 22h de l'autre côté. Enfin, ça, il y a vraiment une problème. Ça, c'est général, c'est global. Il y a une espèce de cohérence dans la façon de gérer cette crise qui est vraiment absente, quoi. Et par rapport à la sécurité sociale, il y a quand même une inquiétude, quoi. C'est que les fédérations patronales qui demandent quand même d'être d'exonérer de cotisations sociales temporairement, bah, ça va affaiblir la sécurité sociale, et c'est vraiment de nouveau un cercle vicieux, quoi. On est dans un truc qui, on a un peu plus de mal à voir le bout, quoi. Parce que si être solidaire avec les patrons, évidemment, c'est pas toujours facile, mais si on n'est pas tous ensemble solidaires là-dedans. Et donc ce chômage va encore coûter plus cher, ça va encore être des arguments derrière parce qu'à la sortie de cette crise, je sais pas, là les conséquences pour le secteur culturel, en tout cas, elles vont être dans le temps, elles vont être très longues, hein. À mon avis, on en a au moins 2023 encore à se remettre de ça, je crois. Quand on voit les lieux, par exemple, ici en Belgique, enfin, c'est pas encore hyper fréquent, c'est pas encore le cas c'est pas encore le cas, mais même si ça commence déjà à être le cas, mais pour des musiciens, si je prends mon cas par exemple, j'avais des tournées prévues en Angleterre et en France, mais il y a des lieux qui ont déjà fait faillite depuis le début de la crise, quoi. Donc même s'ils voulaient reprogrammer, ben, sur reprogrammer, les tournées vont tomber parce qu'il n'y aura plus assez de lieux possibles, donc ça va devenir invivable de tourner. Et donc là, on est dans une situation, et puis après, les agendas sont pas extensibles, donc c'est bien beau de reporter les dates, mais ça veut dire qu'on chez Jouvent, on peut pas faire d'autres concerts, donc on va être dans une situation où il y a vraiment un espèce de paradigme à changer, quoi, global, quoi, dans la vision qu'on a aussi bien de la culture que des soins de santé au niveau du pouvoir, quoi. De se rendre compte que la culture rapporte beaucoup aussi, en fait. Même d'un point de vue purement mercantile, c'est tout ce que peut rapporter la culture, c'est énorme. Et voilà, il y a vraiment une espèce de valorisation qu'il faut vraiment qu'on demande, en fait. C'est au-delà de tout, de tous les détails, de tous les points de détail, de toutes les revendications qu'on peut avoir qui peuvent diverger d'une fédération à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une réalité à l'autre. Il y a vraiment une espèce de on se sent méprisé vraiment, en tout cas, par le pouvoir public. Ça, ouais. Là, je t'interromps parce que je pense que c'est aussi une manière de faire la passerelle entre nous, entre les artistes, les travailleurs culturels et les travailleurs de la santé. C'est que nos deux secteurs, finalement, sont des secteurs du soin, du care, comme on dit maintenant.
Les uns prennent les soins du corps et peut-être du mental d'une certaine manière, hein, quand on sait toutes les douleurs, les douleurs psychologiques qui vont arriver ici après cette période. Et en même temps, on peut dire que les travailleurs de l'art prennent soin des douleurs de l'âme, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais enfin, nos deux secteurs sont des secteurs qui prennent du soin, qui prennent le soin, comme l'enseignement, etc. Tout ça, ça fait partie des secteurs qui ne sont pas directement rentables et qui sont, comme tu dis, Joachim, je pense qu'on se sent méprisé. Les gens l'ont dit clairement, les gens de la santé l'ont dit très clairement, on se sent méprisé. De la même manière, on peut dire que nous, les artistes, on se sent méprisés. Et je suis sûr que des enseignants qui ont refogué les gosses en disant comme ça, les parents pourront aller bosser, ils doivent se sentir méprisés. Et voilà, il n'y a pas de… alors, à cette occasion-là, j'ai parcouru quand même quelques sites, notamment de Fakir, notamment de Santé en lutte et des choses comme ça, ou même des sites syndicaux aussi. On reparle d'exception syndicale. On dit que d'exception culturelle. On dit que la culture devrait être une exception, que la santé devrait être une exception, que l'enseignement devrait être une exception. J'ai envie d'y faire réagir là-dessus. Ça veut dire quoi pour vous? Moi, ça me paraît toujours un peu bizarre, mais bon… oui, on est une exception, comme je viens de le dire, parce qu'on ne sert pas directement à faire du pognon, du profit, enrichir des actionnaires, mais on est des services publics. Mais concrètement, cette histoire d'exception, ça vous dit quoi à vous? Je donne la parole ou bien vous la prenez? On ne peut pas l'apprendre, si. Comment? Bien sûr. Je ne sais pas si. Oui, mais je ne sais pas comment vous la distribuez, donc voilà. Donc si. C'est comme vous voulez. Moi, je veux bien intervenir. Donc, dire que c'est une exception, moi, je suis contre. La question est, est-ce que la crise va être l'occasion d'une remise en cause de la normalité ou de retour à la normalité? Enfin, bon, vous connaissez bien ce jeu de mots-là. J'ose espérer, en tout cas. Et nous avons perçu ça quand même après la première vague, mais les mémoires sont extrêmement courtes, que on a une prise de conscience de l'opinion publique sur le fait que il y a quelque chose qui cloche quand on met l'économique au-dessus de toutes les autres valeurs. Et ça, il y a eu quand même à un moment donné une prise de conscience, me semble-t-il, et pas seulement dans quelques milieux de gauchistes révolutionnaires, mais aussi dans l'opinion publique de base, des gens de la base, des travailleurs qui travaillent dans le commerce, dans l'industrie, enfin, peu importe, ou des chômeurs aussi, qui disent à un moment donné, ça suffit, on a trop dégraissé ce qu'on a appelé les fonctions collectives. Et nous, on s'est vraiment battu après la première vague pour dire attention, on n'est pas ici, on n'est pas en train de demander des sucettes ou des médailles pour donner aux héros des soins de santé. Notre discours était totalement différent. Il a dit on doit revaloriser les fonctions collectives. Et on a déposé des cahiers de revendication au fédéral, un peu moins parce qu'ils sont moins concernés entre guillemets, hein, mais aux régions et aux communautés, en disant on exige des moyens pour revaloriser le non marchand, à savoir la santé, le social et la culture. On a toujours mis les trois en disant, pour nous, ce sont les fonctions collectives qui doivent être revalorisées. Et dans les premières discussions qu'on a eues, que ce soit avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ou avec la région Wallonne ou la région bruxelloise, les échos étaient assez positifs. Il y a eu une réponse de dire, ah ben, ok, on va réfléchir à revaloriser l'ensemble, et notamment au niveau wallon, quand on a débloqué 260 millions au niveau de la région wallonne d'ici 2024, donc 100 millions déjà en 2021, c'est pas rien à la taille de la région, c'est proportionnel au milliard qui a été dégagé au fédéral. Ça a été clairement dit à ce moment-là que c'est pour l'ensemble du non-marchand. Donc, pour nous, c'était pas mal. Fédération Wallonie-Bruxelles, 8 millions, donc 260 en région Wallonne, 8 millions en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le budget 2021. Rien de plus. Hein. Et on vient encore de recevoir une lettre, je peux vous lire si vous voulez les passages, si vous voulez, c'est la langue de bois la plus complète possible. C'est vraiment la langue de bois
avec ça, on diffuse, on peut vraiment décrédibiliser encore un peu plus le fédéral, le politique. Et à Bruxelles, c'est de l'ordre de 30 millions. Donc, c'est vraiment ridicule par rapport à ce que représente l'ensemble de ces secteurs sur Bruxelles. Et la réponse maintenant que donne le politique, c'est on ne va pas revaloriser tout le monde. On va choisir à l'intérieur des composantes du personnel celles qui méritent une augmentation, une revalorisation barémique ou des choses comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment un combat que nous menons pour l'instant et que nous risquons de perdre. Et donc, on est en train de relancer maintenant les actions pour éviter de compartimenter et d'être dans des revendications qui seraient rencontrées que sur du corporatisme, c'est-à-dire sur des professions particulières, mais on est loin de l'avoir gagné. Ceci dit, quand on dit revalorisation de la sécurité sociale, on va plus loin puisqu'on dit non, ce qu'il faut, c'est revaloriser la protection sociale. La protection sociale étant plus large, parce que la sécurité sociale reste le morceau fédéral, mais par exemple, les maisons de repos, elles sont plus dans la sécurité sociale. Les allocations familiales n'y sont plus non plus, mais aussi l'accueil de l'enfance non plus, l'aide à la jeunesse n'y est plus, la culture est de moins en moins concernée. Donc, oui, le statut du chômeur y est encore, mais est-ce que c'est à travers ce statut, est-ce que c'est à travers cet aspect-là qu'on reconnaît la valeur de bien-être ou de plus-value en matière de bien-être pour la société? Et ce qu'il faut changer, c'est cette norme de croissance comme étant le seul étalon pour dire qu'une société se développe et parler plutôt de critères de bien-être. Une société développée, c'est une société qui développe le bien-être, l'inclusion, et pas qui développe la concurrence, le profit à tout prix, la marchandisation des services. Tout à l'heure, on parlait en disant mais il faut lutter contre la commercialisation, mais c'est évident, regardez les maisons de repos. Vous savez, par exemple, l'accueil des personnes handicapées. Vous savez qu'on a, le long de la frontière française, toute une série de maisons d'accueil des personnes handicapées françaises qui viennent être prises en charge en Belgique. Eh bien, dans la première vague, un tiers des décès dans les maisons d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées se sont passés dans ces maisons commerciales qui accueillent des personnes handicapées françaises. Et ça représente moins de 10% des places d'accueil dans le secteur. Mais ça dit quoi, ça? Ça veut dire que c'est du fric pour du fric, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme modèle? Et quand on dit ça aux gens, ils disent non, on ne veut absolument pas ça comme modèle. Les maisons de repos qui sont achetées par des grands groupes financiers, par exemple un groupe suédois, un fonds de pension suédois qui vient de racheter un groupe entier avec des milliers de places ici en Belgique, pas dans un autre pays, en Belgique, hein, eh bien, on se retrouve là avec de la pure spéculation sur la silver economy, c'est-à-dire sur une part de la population belge âgée qui a du fric, qui sont des rentiers, qui ont de l'argent au Luxembourg ou autre part, et qui a une capacité de payer. Et c'est un marché. Mais ça veut dire que la population non solvable, elle va dans le secteur associatif et le service public, c'est-à-dire ça fragilise le secteur public et associatif. Donc, ce modèle-là, il est voué au modèle américain. Donc, c'est la dérive du modèle américain. C'est pas ça que les Belges veulent. La population belge ne veut pas ça. Et je pense que la crise a montré les limites. On va dans le mur si on continue comme ça. Il faut refinancer, et je pense que ça, c'est quelque chose qui a pu se faire, les fonctions collectives. Et c'est social, santé, culture. Il faut lier les trois et continuer à le lier. Ok. Si on passait du côté de la culture, par rapport à ce côté d'exception, ce terme d'exception culturelle, ou bien comme il vient de parler de marchandisation, il y a aussi une marchandisation de la culture. Hein, on peut, Ça, c'est sûr, mais moi, je crois que le côté revendication, enfin, de se dire exceptionnel, c'est encore un côté un peu d'urgence et quand on est dos au mur, et ben finalement, on en revient à plus avoir de vision globale, c'est-à-dire qu'il faut sauver sa peau, entre guillemets. Et c'est là qu'il y a ce côté, je pense que si on fait très gaffe à ce truc d'exception, mais chaque secteur se retrouve un petit peu tellement acculé et tellement avec aucune solution que finalement,
il se considère comme exceptionnel parce qu'il a plus moyen de voir autre chose, quoi. Et c'est de là que vient ce côté exceptionnel. Je pense qu'il y a personne je pense que le secteur culturel en particulier est plutôt un secteur qui est solidaire et qui a une volonté vraiment d'intersectorialité, que tout le monde, que ça aille bien pour tout le monde ensemble, bien sûr, mais quand les gens savent plus mettre rien dans leur frigo, bon, au bout d'un moment, ils se disent, voilà, je veux plus d'argent pour les artistes. Et quand c'est de là-dessus que vient ce côté exception, je pense. C'est pas un dogme qu'on revendique, quoi. Je sais pas, je crois que ça fait quand même longtemps que des gens parlent d'exception culturelle et beaucoup d'artistes qui aiment pas du tout s'entendre dire qu'ils sont des chômeurs, considèrent que c'est dénigrant, etc. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est là, je pense, depuis longtemps, même avant la crise, de vouloir revendiquer un statut d'artiste spécifique et de dire que on a un métier spécifique qui nécessite un traitement spécifique. Et ça a été l'objet de plusieurs manifestations, type Still Standing, etc. Oui, c'est sûr et certain. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, l'exception, elle existe déjà, entre guillemets, dans la santé, parce qu'il y a une sécurité sociale à part, dans l'enseignement, et ça se fait critiquer aussi chez les cheminots. Enfin, je veux dire, on est dans un truc où finalement, en cherchant l'exception, on va aussi se retrouver face à une critique. Donc, c'est un truc qui est très délicat à appréhender, moi, je trouve. Mais je vous coupe parce que je vois le temps qui avance et je sais le déroulement du débat. Je sais qu'il y a encore des choses dont on doit causer, enfin, dont j'aurais aimé causer, dont on aurait aimé vous discuter ensemble. Puisqu'on a invité aussi un syndicaliste au départ, c'était pour ça. On remarque que dans les manières de s'organiser des travailleurs à la fois de la santé et de la culture, il y a des choses qui ont quand même bougé ces derniers temps. Hein. Et donc, de la même manière que par exemple chez les travailleurs de la santé, il y a eu l'apparition de ce phénomène santé en lutte, hein, qui a été très visible, qui a organisé une manifestation, qui a été très suivie, qui était la première grosse manifestation post-confinement, et voilà, et où il y a eu des revendications qui ont dépassé très très largement d'ailleurs les revendications des travailleurs de la santé. Mais voilà, il y a eu ça. Or, si c'est à partir d'assemblées syndicales ou à partir de secteurs syndicaux que la santé en lutte est née, je sais qu'il y a eu des tensions et du côté des syndicalistes, j'ai l'impression qu'on leur piquait leur boulot, que c'était à eux de s'occuper de ça. Et c'est quoi ces gens qui s'auto-organisent, qui commencent à parler de ça. Et ce dont on s'était parlé en privé avant de commencer le débat aussi, c'était, moi, ce qui m'a toujours frappé dans le secteur de la culture, c'était cette méfiance vis-à-vis des syndicats, ou cette perte d'habitude de se syndiquer, ou la pensée que le syndicat, finalement, ne peut pas vraiment résoudre nos problèmes, que c'est vieux, que c'est routinier, que c'est toujours avec une guerre de retard. Et voilà. Et donc, on va chercher les syndicats quand on a besoin pour les services, pas de chance. Par exemple, pour les artistes, quand c'est pour le chômage, du coup, le syndicat, en tout cas, c'est l'employé du bureau de chômage qui est perçu finalement comme la courroie de transmission de l'ONEM, qui est la machine à exclure, etc. Donc, j'en perds un petit peu font un peu la confusion, plutôt perdent un peu la notion et de solidarité qui naturellement s'organiserait dans un syndicat, des organisations syndicales, etc. Alors, j'aimerais vous faire parler les uns et les autres sur sur cette conception du syndicat, où est le syndicat, et dans ces luttes-là, et dans les luttes des soins de santé, et dans les luttes des artistes. Ce que vous en pensez, comment imaginer dépasser des cloisonnements ou des rivalités qui peut-être n'existent même pas, je ne sais pas trop. Mais enfin, voilà. Peut-être, Jamili, ça fait longtemps que tu n'as plus causé. Je sais bien que tu as dit que tu n'étais pas vraiment dans santé en lutte, mais quand même, j'imagine que tu étais au courant et que tu as ton avis sur la question. Donc, je ne fais pas partie de la coordination de la santé en lutte. Par contre, je suis, comme de nombreuses personnes, aux AG, je suis les actions et je participe du coup à ça de cette manière-là.
Mais ah là là, sacrée question. Moi, je suis un peu le mauvais élève pour ça parce que j'ai pas beaucoup de notions par rapport au syndicat. C'est mon gros désarroi, donc voilà. Mais peut-être que du coup, ça fait le reflet de quelque chose. Quand j'étais dans le secteur Horeca, donc avant, du coup, j'étais syndiquée. Je ne le suis pas depuis que je suis dans le secteur de la santé. Donc voilà. Après, pour la façon dont moi je conçois les choses en termes plutôt de citoyenne, c'est que voilà, le syndicat est ce contre-pouvoir qui vient faire le porte-parole, en tout cas de témoignages de terrain, de choses qui sont vécues, de choses à revendiquer dans certaines sphères. Alors, est-ce que, par rapport à ta question, est-ce que la santé en lutte marche sur les plates-bandes des syndicats? J'aurais tendance à dire que non. J'ai l'impression que ça appuie d'autres choses, ça prend d'autres formes, ça prend d'autres mécanismes qui sont aussi la revendication, qui sont la construction ensemble de citoyens sur des revendications bien précises, sur des mobilisations, en voulant faire collectif de différents groupes, de différents profils, de différentes fonctions. Et c'est là, je rejoins Laure qui disait que c'était compliqué dans la culture, en fait, de se lier autour de revendications communes parce qu'il y a beaucoup de profils et beaucoup d'intérêts et beaucoup différents, quoi. Je pense qu'on le vit clairement. Alors, par rapport aux syndicats, je pense et à la santé en lutte, je pense qu'ils font ce travail du coup de témoignage. Alors, est-ce que ça c'est plutôt une question à Yves, est-ce que le fait que la santé en lutte le fasse, ça traduit le fait qu'il y a une moins grosse force syndicale qui pourrait le faire? Est-ce qu'il y a autant de personnes qui se syndiquent dans la santé? Ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis vraiment pas sûre qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas autour de moi, dans mes collègues soignants qui sont syndiqués, et ça pose clairement question parce que du coup les syndicats qui sont dans les commissions à l'INAMI notamment sont un contre-pouvoir et ils doivent pouvoir s'appuyer aussi sur ce qui se passe sur le terrain. Donc oui, ça me pose question. Et je pense que c'est une des pistes peut-être qu'il faut revaloriser et renforcer sur le terrain aussi, quoi. Mais donc oui, mauvais élève, j'ai pas beaucoup d'éléments sur cette question. Avant de passer la parole à Yves, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'à la fois, bon, il y a des poussées à l'intérieur je vais dire, ou à l'intérieur du syndicat ou directement tout contre, à la frontière du syndicat, de gens qui veulent s'auto-organiser parce qu'ils estiment que le syndicat n'est pas assez combatif ou ne les représente pas bien ou trop bureaucratique ou que sais-je. Par contre, il y a une autre tendance qui est en train de se manifester qui est assez alarmante, je trouve. Ce sont ces nouveaux syndicats qui ne sont pas représentatifs, qui sont des syndicats, on va dire, des tendances de syndicats corporatistes. On vient d'apprendre qu'il y a une velléité de monter un syndicat d'urgentistes, si j'ai bien compris, à l'extérieur des organisations syndicales représentatives. Comme vous avez les chauffeurs de locomotives qui se mettent dans un syndicat, les pilotes d'avion, etc. On remarque que c'est toujours des travailleurs un peu privilégiés qui essayent de grappiller des trucs ou de forcer le passage pour avoir des choses en revendiquant, en ne se battant que pour eux et pas du tout en solidarité avec l'ensemble de leur secteur ou même d'autres secteurs. Yves, est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Oui, mais en même temps faire le lien avec le secteur de la culture. Donc, je disais, moi j'ai été un des initiateurs de la création de la commission paritaire 329, qui est la commission paritaire du secteur socioculturel, qui a été quasiment la dernière à être mise en place au niveau du secteur non marchand. Pas pour rien, on était clairement là avec une histoire qui est une histoire très différente des soins de santé. Les soins de santé, c'est une des plus anciennes, à l'inverse, parce que la concertation sociale s'est construite dans des instituts de plus grande taille qui étaient des hôpitaux et qui correspondaient assez bien au secteur industriel. Par contre, dans la culture, on ne peut pas faire comme si mai 68 n'avait pas été là. On a créé, on
créé, on a nourri de façon massive la participation collective, l'autogestion quand il était possible, en tout cas la participation active à l'objet social, dans les centres culturels, dans l'ensemble de l'éducation permanente, qu'on appelait éducation populaire avant. Enfin, on a dans ces secteurs-là quand même un vécu qui est un vécu de participation beaucoup plus importante des travailleurs dans l'objet social. Et là, ça a été l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait ces coordinations de travailleurs du secteur qui ont dû, au moment de la mise en œuvre des pôles de la concertation sociale, le pôle syndical et le pôle patronal, choisir entre est-ce qu'on se transforme en fédération patronale ou est-ce qu'on se transforme en association professionnelle, je vais le dire comme ça. Hein. Par exemple, les animateurs des centres culturels, l'ASTRAC, que vous connaissez sans doute, ou du côté des ONG de développement, par exemple, la FEONG. Enfin bon, on a comme ça des choix qui ont dû être faits et on a l'impression que dans le secteur de la culture plus restreint, donc des arts de la scène, artistes, etc., que on ne fait pas le pas de toute façon. On reste avec des associations extrêmement, pour l'instant, fragmentées, dont l'identifiant reste une parcelle de la réalité artistique globale ou culturelle même globale, et où ce qui nous divise est mis plus en avant que ce qui nous rassemble. Et ça, c'est quand même un problème. On parlait tantôt d'une 50aine d'organisations, et ça reste malheureusement pas dans l'ADN, mais difficile à franchir, à dépasser pour créer des mouvements globaux. Maintenant, soyons bon compte aussi, le sous-financement et la relégation de la culture à des notions oui, de confort, de luxe, c'est en plus du vital. Hein. Il y a le vital et puis après il y a la culture. Bon, nous savons tous que les dérives commerciales et élitistes guettent, hein, qu'elles soient en entertainment, hein, donc toute la vision. Télévision, culture de masse, bon, si on peut encore mettre sa culture autour de ça, ou que ce soit une culture d'élite, entre les deux, il y a un foisonnement de participation citoyenne, de co-construction de projets, etc. Et on est toujours en train de devoir choisir entre avec un risque d'être attiré par un des deux pôles que j'ai cités, pour avoir du fric, enfin pour survivre, je dirais. Il faut aller vers la population solvable, là où il y a de l'argent, soit une population solvable, soit une production de masse, parce que là, on peut aussi avoir de l'argent. Et le sous-financement public, c'est le problème aussi de ce côté-là. Alors, est-ce que le syndicat a sa place au niveau du crowdfunding et des choses comme ça qui sont en fait des buts de privatisation de la culture. Mais revenons peut-être du côté des gens de terrain. Laure, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de syndicalisation, désyndicalisation, perte de confiance vis-à-vis de syndicats ou méconnaissance? Bah ouais, mais moi, par exemple, quand je parle de travail énorme en dehors de l'emploi, j'ai l'impression que déjà les syndicats sont énormément présents dans ce qui est du ressort de l'emploi, de contrats qui sont signés d'un employeur à un employé. Moi, pour l'instant, je vis très peu ce genre de situation. Enfin, on travaille énormément gratuitement dans des résidences à côté, on fait des compromis, on a des jobs alimentaires. Donc, on est déjà très peu dans un cadre employeur-employé, et quand bien même on l'est, on change énormément d'employeurs. Et du coup, je trouve ça plus difficile à mettre en place un rapport de force que si c'était un employeur permanent. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont syndiqués dans la culture sont des salariés permanents. Enfin, je sais qu'à 7K Culture Liège,
ceux qui sont présents, c'est beaucoup des techniciens artistes permanents du Théâtre de Liège. Et que les gens étant aussi très éclatés dans leurs projets individuels, ils ont très peu je pense, le réflexe de se relier à cette cause collective, et je trouve ça aussi compliqué en fait. Oui, Ce que je disais tout à l'heure, penser une lutte des classes au sein du secteur culturel, ben, je trouve que tout est très diffus en fait dans la culture, parce que par exemple, les comédiens, comédiennes, techniciens, techniciennes obéissent à un metteur en scène, une metteuse en scène, qui elle-même est employée par une structure qui l'accueille ou non, qui elle-même reçoit des sous ou non de l'État, et tout le monde peut à chaque fois se tenir en porte-à-faux de l'acteur qui est au-dessus, quoi. Pour dire, enfin, je trouve que les rapports sont pas si évidents que ça. Enfin, voilà, c'est une pensée que je lâche comme ça, mais je crois que ça a un lien aussi avec la syndicalisation, c'est-à-dire que quand bien même tu subirais des abus au travail, qui est-ce que tu peux accuser? Si c'est le metteur en scène, la metteuse en scène, c'est délicat, je trouve, parce que c'est direct, je sais pas, c'est beaucoup plus intime comme rapport, et donc des fois il y a des abus clairs à dénoncer de directeurs, directrices, mais je trouve que tu peux très vite être identifié, te faire griller et être rayé un peu du milieu aussi si tu fais ça. Enfin, je trouve qu'à certains endroits ça peut être se mettre en danger aussi, de vouloir se mettre dans de vrais rapports de force. Et puis comme tu disais, il y a peut-être que ça renvoie à quelque chose, un système bureaucratique, un peu éculé, ou tu vois, je sais pas, qui se rapporte vraiment à des emplois fixes plus qu'à la réalité enfin, c'est pour ça qu'à mon avis la CIP, la coordination intermittent précaire, a un peu été en France en tout cas, il y en a beaucoup qui ont déserté la CGT pour rejoindre ça, parce qu'il y a aussi un modèle d'horizontalité qui convient peut-être mieux en fait avec le fonctionnement des artistes, je sais pas. Et puis il disait, ce que nous le défendons pour tous, artistes, travailleurs Oui, intermittents, c'est ça. spectacles, précaires, sans Oui, papier, puis il y a aussi ce discours globalisant, ouais. c'est aussi ça la particularité des CIP, oui. Ok, d'accord. Voilà. Je me souviens que j'ai dit au début de notre débat que les gens pouvaient intervenir. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais peut-être que quelqu'un peut me dire s'il y a eu des questions. Il n'y a pas de questions. On me dit, mais on devrait quand même pas du tout organiser la question de la convergence. Effectivement, c'était bien le but. C'était bien le but au début de ça. Bon, alors évidemment, la formule, la convergence, là, la formule magique. Il faut aller gratter un peu là-dessous, bien entendu. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer, nous, entre nous, des convergences des luttes, si je ne sais pas, j'attends vos avis là-dessus. Parce que bon, il y a eu des précédents quand même, hein, il y a eu des tas de moments où les artistes, dans des tas de périodes de l'histoire du mouvement ouvrier, où les artistes se sont mis au service de luttes, de grèves, de choses comme ça, mais ça va dans les deux sens aussi, j'imagine. Hein, donc, voilà. Ce que j'aime bien rappeler, moi, c'est que quand on parle de travailleurs, d'intermittents, par exemple, dans les festivals, c'est que dans les travailleurs intermittents, il y a ceux dont on parle, les travailleurs intermittents artistes, on parle aussi aux techniciens de spectacle, etc. Et puis il y a tous les autres, il y a ceux qui montent les gradins, les chiottes, etc. Souvent, c'est des gens qui ont des tas de statuts différents, qui sont aussi des travailleurs précaires et qui sont aussi des travailleurs intermittents. Donc les convergences des luttes, elles sont vers tous ces travailleurs-là aussi, je pense. Voilà. Alors, qui a envie de causer de ça, de convergence? Oui, Laure a envie, on dirait. Non, moi, ça me fait penser que les deux métiers sont des métiers de passion ou de vocation, que les gens décident de la pratiquer parce que ça fait du sens pour eux. Voilà, contrairement à beaucoup d'emplois, à mon avis, qui sont réalisés et qui sont plus pour gagner de l'argent en soi. Et que du coup, j'ai l'impression que ça justifie de la part de l'État et des institutions, en tout cas ces dernières décennies, avec la logique capitaliste, de les exploiter, quoi, qu'ils soient malmenés et qu'il n'y ait pas une vraie rétribution de sa passion, qu'il faut quand même que ce soit associé avec une forme de souffrance. Enfin, donc voilà, il y a quand même un truc où
ouais, c'est défendre du travail qui fait sens. Ouais. C'est ça. Moi, je crois aussi qu'il y a là où ça converge bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la valorisation de ces métiers-là et d'arrêter d'être méprisé, quoi. Parce que voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, enfin plutôt dans le débat, c'est-à-dire qu'on a méprisé la santé, on a méprisé l'hôpital, on a méprisé les infirmiers, on a méprisé tous ces gens pendant des années, et maintenant on se rend compte qu'on a bien besoin d'eux. Et avec la culture, c'est un peu la même chose. Donc en fait, là où il y a un combat commun, en tout cas, c'est dans le fait de dire que c'est pas parce que ça rapporte pas de l'argent à une économie de façon très très lisible en tout cas, et que ça s'inscrit pas dans un système dans un système mercantile clair, que c'est pas hyper important pour une société, pour l'équilibre d'une société. Et on le voit bien aujourd'hui, quoi. On le voit bien qu'en ayant méprisé la santé et la culture, on se trouve dans une situation complètement dramatique aujourd'hui, et que les drames vont continuer à arriver, quoi. J'ai une question technique qui est quand même arrivée. Enfin, une question à poser à Yves, j'imagine. Question de Mehdi. Avez-vous des statistiques du nombre d'affiliés syndicaux dans ces secteurs? Est-ce qu'on a des statistiques? Moi, je peux parler pour moi. Je ne connais pas évidemment obligatoirement les statistiques des autres organisations syndicales. Ce que on peut dire, nous, c'est que dans le socioculturel, parce qu'on a à la fois des affiliés dans le socioculturel, donc c'est évidemment un secteur beaucoup plus clair, cerné, même s'il y a 15 sous-secteurs, mais c'est un secteur dont on sait de qui on parle et combien il y a de travailleurs là-dedans. Ce sont des gens qui ont des statuts, évidemment. Hein. Et puis, on a la 304, la commission paritaire 304, qui est celle du spectacle notamment, et encore faut-il que ces gens-là aient aussi un contrat pour émarger à cette commission paritaire. Et puis, en effet, il y a tous ceux qui, à un certain moment, émargent à une vision, à un contrat et qui se syndiquent. Et là, on a évidemment beaucoup moins de statistiques. Mais du côté de la CNE, en tout cas, on est au moins, en reprenant les trois, à plus de 3 à 4 000 travailleurs qui sont affiliés. Donc, dire, bon, évidemment, ça représente sûrement pas l'ensemble du secteur. Et quand je dis 3 à 4 000, je ne prends pas le secteur de l'insertion socio-professionnelle, hein, qui est encore spécifique, puisque là, on est vraiment à la marge. Mais par exemple, dans les centres culturels, l'éducation permanente, les organisations de jeunesse, la lecture publique, enfin bon, tous ces secteurs-là sont dans ceux que je cite maintenant. Maintenant, il y a une préoccupation syndicale par rapport au secteur, donc c'est évident. Est-ce que les mouvements sont des mouvements qui sont convergents ou est-ce qu'ils sont concurrents? Le je t'aime moi non plus, il existe depuis des dizaines d'années entre les deux. Hein. Je pense que à la fois, plus on va aller vers une volonté de statut, plus le syndicat aura une raison d'être et aura une capacité d'agir et de structurer les combats. Mais on sait aussi que à cette occasion vont se développer des mouvements qui diront non, nous on ne veut pas être récupérés, parce que l'image que dans le secteur le syndicat a reste une image à la fois de sclérose, hein, c'est un peu éculé tout à l'heure on disait, hein, alors je pense qu'il disait ça, où ça va scléroser les relations, voilà, ou de récupération politicarde. Hein, enfin voilà, donc en ce qui concerne notre organisation, enfin la CNE, on est clairement nous dans une logique où on n'a aucun lien, ou plutôt on a des liens avec tous les partis de gauche, mais on a des affiliés qui viennent du TB, des colos, du PS, du CDH, quelques-uns encore. Mais par contre,
bon, il y a une volonté claire de s'opposer à toute une série de politiques de droite. Est-ce que pour autant on peut avoir une étiquette politique? Moi, je ne pense pas, mais on fait de la politique, ça c'est clair. Dire qu'on n'en fait pas, ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'on peut se retrouver, dans des mouvements? C'est ça la question. Est-ce qu'en ayant chacun son identité, est-ce qu'on peut se retrouver dans des mouvements? Mais par exemple, on a participé de façon très active à la mise en place du mouvement Faire Front qui est en train de se constituer et de se développer, où les syndicats apportent leur structuration, leur capacité opérationnelle et financière, mais se laissent interpeller et se laissent dynamiser par toute une série de mouvements qui sont des mouvements émanant de la base. Alors, nous, on est demandeurs de ce travail, de cette convergence, parce que nous pensons que les deux sont nécessaires pour arriver à changer les choses. Mais est-ce que, bon, on voit avec le mouvement Santé en lutte, la difficulté qu'ils ont à accepter une transparence sur qui parle au nom de qui, bon, c'est très difficile, parce que chacun peut participer. On dit oui, c'est la démocratie, ok, chacun s'exprime, mais la personne qui s'exprime en son nom personnel dit moi je veux faire grève, qu'on fasse grève la semaine prochaine, ok, il fera grève. Mais si moi je m'exprime au nom de mes 50 000 membres que j'ai dans le non marchand, j'aime autant vous dire que si je dis on fait grève, je dois avoir eu mes instances qui motivent, qui expliquent et qui décident. Et là, on est sur des temporalités différentes. Yves, je t'arrête un peu parce que je t'entends bien. Tu as bien raison. On va pas demander à Djamili de réagir là-dessus quand elle a bien spécifié en début qu'elle n'était pas dans les structures de santé en lutte, etc. Donc voilà. Oui. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que moi, je me souviens très bien du temps où j'étais CETA Culture, on faisait l'Assemblée Générale et il y avait énormément de gens. Le problème était que souvent les gens venaient pour des questions de syndicalisme de service, des renseignements techniques, etc. Ce qui fait évidemment partie aussi du boulot du syndicat. Et ce qui était extrêmement compliqué, c'était de mener des actions plus larges ou de nouveau des actions en convergence avec les chômeurs, la lutte des chômeurs qui était quand même très proche de la nôtre à l'époque comme aujourd'hui, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que je ne veux pas dire le secret, mais je veux dire ce qui serait porteur pour nous, c'est que les gens s'auto-organisent entre eux, font leurs assos, font leurs mouvements, etc. Et puis ils vont chez le syndicat qui est quand même quelque chose qui appartient aux travailleurs, et puis qui est là, puisque ces syndicats existent, ou qu'on y cotise, et qu'ils ont des moyens, qu'on aille chercher l'appui, l'aide pour justement transversalement s'unir à d'autres secteurs, avoir des contacts, pouvoir réfléchir, rencontrer des gens, etc. et mener des luttes alors ensemble. Voilà, moi, c'était un peu ma vision des choses du temps où j'y étais. Est-ce que quelqu'un a encore envie de réagir à cette... Moi, je crois juste par rapport au syndicat, parce que je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, mais c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance mutuelle, aussi bien chez les artistes de la Croissère et de ce qu'est un syndicat, que du syndicat, de la réalité des cultures, de la réalité du secteur culturel et de chaque artiste, quoi, des cas particuliers. Et je pense que c'est vraiment là c'est là que se situe le problème, en fait, grosso modo. Rappelle-toi du débat. Joachim, rappelle-toi du débat avec Martin Williams. Il était vraiment très preneur, chercheur. Il cherchait justement les... Oui, bien sûr, mais je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Des deux côtés, il y a une envie, je pense, clairement, de mieux se comprendre et de mieux aller ensemble. Après, c'est clair qu'il n'y a pas de militantisme bien établi au sein des syndicats du secteur culturel. Enfin, on ne le sent pas encore, en tout cas, nous, en tant qu'artistes, de ça. Et quand on regarde, par exemple, toutes les manifestations qui ont eu lieu du secteur culturel ces dernières semaines, derniers mois par rapport au Covid, elles ont été à l'initiative du secteur, pas des syndicats. Donc ça c'est une réalité auquel on doit faire face. Est-ce que quelqu'un veut encore... On va aller tout doucement vers... Je vois qu'il est 21h36. 20h36, donc à la... On va bien... Non, 21h36, c'est la bonne heure. Parce que la vieille heure tout à l'heure sur le truc. Ok, ça va. Mais de toute façon, il faut qu'on termine. Donc...
Est-ce que quelqu'un a encore envie de dire quelque chose là-dessus ou bien à propos d'autre chose, hein? Vas-y, Laure, oui. Non, mais je voulais dire qu'en tout cas, une lutte qui peut traverser les deux secteurs, c'est la lutte féministe contre la différence de rapport genré au travail, que ça reste, enfin en tout cas dans le théâtre, les beaux rôles, le prestige, les responsabilités sont souvent donnés à des hommes, quand tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, de la production et du relationnel en fait, pour gérer et pour combler aussi la violence de ce secteur qui devient de plus en plus contaminé par des logiques capitalistes. Ça, c'est comblé par des métiers de l'ordre du care et qui sont portés par des femmes, quoi. Donc, et qui souvent sont des administratrices qui ont voulu être artistes par ailleurs, mais qui se sont retrouvées là. Donc, enfin, que ces logiques aussi valorisent un certain type de comportement, d'assurance de soi, d'ambition de compétition, qui valorisent davantage les mecs. Et j'ai l'impression qu'on retrouve en fait cette répartition entre rôle décisionnel et métiers plus de l'ordre du care. On les retrouve aussi dans le domaine médical, quoi. Bien entendu. Jamie, tu peux en parler, j'imagine. Oui, c'est clair. Moi, je rejoins tout à fait ce que tu dis aussi. Les professions de première ligne comme infirmière, aide-soignante, aide à domicile, infirmière à domicile, personnel d'entretien dans les hôpitaux notamment, c'est pris par des femmes, hein, majoritairement. On est sur un truc quasi à du 80-90%. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que c'était dans cette fourchette-là. Et ces métiers sont les métiers les moins bien payés et les métiers les plus précaires et les métiers qui sont en premier risque aussi. Donc ça, c'est clairement une veine qui est dans les deux secteurs et dans bien d'autres domaines de la santé. Donc ça, c'est clairement des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Après, pour les convergences, clairement, on a des outils qu'on peut, des outils d'action, des outils de mobilisation, de rassemblement qu'on peut faire preuve ensemble. Je pense que ce qu'on l'a entendu aujourd'hui, il y a une volonté d'un autre paradigme, en fait, carrément de société, une autre façon de vouloir financer, d'être dans la concertation, d'être entendu pour ne plus être méprisé. Et donc, c'est carrément un modèle, une vision de la société qui est partagée ici entre les deux secteurs dans le débat, mais qui est beaucoup plus large. Et je pense que le but est de faire masse autour de revendications même aussi larges que celle-là d'une autre volonté de société, et de là de pouvoir se rassembler et d'utiliser les outils qu'on a dans chacun de nos luttes et pouvoir se renforcer autour de ça. Et donc, quand on fait, là c'est pas le cas, mais des mobilisations ou des rassemblements, c'est de pouvoir croiser tous ces secteurs avec leurs revendications propres, mais aussi des revendications beaucoup plus larges, démocratiques en fait. Ce matin, je lisais Lisette Lombé qui mettait sur un post Facebook, c'est une artiste poétesse, qui disait l'art est une nourriture vitale. Et en parlant du fait de tous ces lieux, de tous ces spectacles qui étaient annulés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a, nous, comme ici dans la santé, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas ça qu'on veut comme société. Et donc, il y a des choses qui vont devoir changer et on va devoir les appuyer pour qu'elles changent aussi. Et ça va être une lutte de tous les secteurs ensemble, quoi. Bien sûr. Je propose qu'on termine là-dessus. Comme mot de la fin, c'est une belle manière de terminer. J'imagine qu'on aura l'occasion de se recroiser. Il y a encore des combats à mener. Puis la période est sombre. Et voilà, on verra bien un jour le bout du tunnel. Et pendant que tout ça est en train de nous tomber sur le coin de la cafetière, comme me disait Laure tout à l'heure, c'est aussi le temps aussi qu'on peut prendre du temps pour réfléchir. Je parle plus du côté des artistes que les pauvres qui sont en première ligne chez les soignants pour le moment, mais effectivement, de réfléchir à la fois à un monde futur dans lequel on serait considéré différemment et quel rôle on aurait à y jouer, et surtout comment on peut s'organiser ensemble, les uns les autres, s'auto-organiser pour préparer ce basculement vers un monde futur dont on a bien compris qu'il faut absolument qu'il soit tout à fait différent de celui dans lequel on vit, et qu'il n'y a pas photo, s'il n'y a pas de grand basculement, on n'y arrivera jamais. Voilà. Bon, bonsoir à tous. On n'a pas eu beaucoup de questions et je ne sais pas combien de personnes nous ont suivis, mais ça, on saura plus tard.
Il y en a eu une. Il y en a eu une Non, quoi? ou deux. Une personne? Deux Deux? confinés. Et Ah oui, psychologie je vois une autre question qui serait-il est encore arrivée bon? vraiment confinée, oui. Mais ça, c'est vraiment un autre débat, ça. Hein. Oui, Mm. effectivement. Bon, ça, je propose qu'on n'aborde pas. Voilà, c'est très Allez, content. bonne soirée à tout le monde alors. Oui. Voilà, Et portez-vous bien. Hein. à la prochaine. Salut. Merci. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.